Tout au long des années 20, la bourse ne cesse de monter et le Parti républicain se maintient au pouvoir grâce à la prospérité croissante des États-Unis. Calvin Coolidge devient président en 1923. Étant lui-même un investisseur, il reste silencieux devant la frénésie spéculative qui s'est emparée de Wall Street. C'était une période florissante. Les affaires rapportaient, la bourse rapportait. Les politiciens se disaient « tout va bien, l'économie roule. Le marché sait ce qu'il fait et fonctionne très bien. Le gouvernement doit lui laisser le champ libre. » Le gouvernement Coolidge avait développé des liens étroits avec les initiés de Wall Street, l'élite de la haute finance. Grâce à leur richesse et à leurs contacts, ils exerçaient une très grande influence sur les politiques gouvernementales en matière de finances. C'était de petits partenariats entre gens d'élite. Ils représentaient vraiment l'aristocratie de Wall Street. Tout se faisait discrètement, sans faire de vagues. La plus prestigieuse de ces maisons d'élite était la banque JP Morgan. Stratégiquement située juste en face de la bourse, elle va jouer un rôle clé dans les événements à venir. L'un des principaux associés de la JP Morgan, Thomas Lamont, était l'homme le plus puissant de Wall Street. Son influence s'étendait bien au-delà de New York. Lamont et les autres associés de la JP Morgan étaient depuis longtemps des habitués de la Maison-Blanche. Sous le leadership de Thomas Lamont, la JP Morgan va échapper aux pires excès de la bourse. Mais les liens privilégiés entre l'élite des banquiers et les politiciens vont aider à garder la réglementation gouvernementale au minimum sur Wall Street. Si les petits spéculateurs salivaient devant la hausse spectaculaire de leurs investissements, ils ignoraient tout du réel fonctionnement de la bourse. Avec si peu de supervision gouvernementale, la bourse faisait ses propres lois et les transactions d'initiés étaient monnaie courante. Il y avait beaucoup de manipulations boursières. Et les informations n'étaient pas divulguées à grande échelle. C'était peut-être acceptable lorsque la bourse était un cercle fermé, mais quand les gens ordinaires se sont mis à y investir leurs économies, là, ce n'était plus la même chose. Dans les années 20, la bourse n'était ni honnête ni démocratique. C'était un immense casino manipulé par des spéculateurs professionnels. Les petits investisseurs qui misent alors toutes leurs économies ne réalisent pas que les probabilités jouent contre eux. Des hommes comme Joseph Kennedy n'avaient pas fait fortune en choisissant simplement les bonnes actions. La vérité, c'est qu'ils avaient profité de la naïveté et de la crédulité des nouveaux venus. Une bande de spéculateurs sans scrupules pouvait se réunir et décider de manière concertée mais discrète d'acheter massivement une action en particulier. Ils ameutaient le marché sur une action en particulier, l'achetaient massivement pour faire monter son prix et la revendaient aussitôt en prenant leur profit, tandis que l'investisseur non averti qui en avait acheté devait absorber la perte. Même des maisons de courtage réputées participaient à ce type de manipulation boursière. En mars 1929, un nouveau président républicain, Herbert Hoover, entre à la Maison-Blanche. Lors de son discours inaugural, il rassure les Américains. Nous avons atteint le plus haut degré de confort et de sécurité de l'histoire de l'humanité. Mais en coulisses, il se montre beaucoup moins confiant. En fait, Hoover est méfiant face à ce qui se passe à Wall Street. Mais il n'a pas le courage politique de ses convictions et lorsqu'il devient président, il ne fait rien pour freiner la fièvre de la spéculation à la bourse. Il ne fait rien pour convaincre la Réserve fédérale ou le secrétariat au Trésor de réglementer la spéculation sur marge à la bourse. En privé, le président Hoover parle d'une orgie spéculative. Mais comme Calvin Coolidge, son prédécesseur, il n'a aucune envie de réglementer le marché.